Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un sujet un petit peu plus gai que celui de la dernière fois, c'est-à-dire un top de mes films préférés pour la fête des pères. Alors j'ai essayé de faire un top 10 mais je crois que je vais devoir tricher un tout petit chouïa. Je crois que ça dépasse, je crois qu'il y en a, j'ai dépassé de 6 à peu près, il va y en avoir 16, voilà. À peu près, mais voilà, c'est un top 10, un top 15, je sais pas trop comment je vais le mettre dans le titre de la vidéo, mais voilà, il y en a un petit peu plus que pour la fête des mamans, donc on commence tout de suite. Alors comme pour la fête des mamans, j'ai essayé de faire un petit peu de tout, il y a un petit peu des dessins animés, il y a des films comiques, normalement il n'y a pas de drama, je ne crois pas, de mes souvenirs, mais voilà, c'est des films à regarder en gros en famille, en gaieté quoi. Donc on commence tout de suite avec le premier qui sera donc Mary Poppins de 1964 avec donc Julie Andrews, pas le plus récent là avec Emily Blunt. Donc pourquoi je vous l'ai mis? Parce que tout simplement ce sujet traite, comme d'habitude je vais faire un petit résumé bien que je pense que vous connaissiez la plupart des films que je vais vous énoncer, mais bon bref. Donc il s'agit d'une famille riche anglaise qui cherche à engager une nounou parce qu'ils ont 2 enfants, donc un garçon et une fille, et leurs enfants s'avèrent être assez turbulents. Et donc chaque nounou qui passe par là ne tient pas le coup. En gros, elle est voilà, elle ne tient pas le coup des bêtises, on va dire, des enfants. Donc ce couple est à la recherche d'une nounou et nounou qui sera donc Mary Poppins, qui est une nounou un petit peu pas comme, enfin qui n'est pas une nounou comme les autres, qui est un peu à l'instar de la nouvelle Nanny McPhee qu'ils ont fait plus tard. C'est qu'en fait c'est une nounou un petit peu magique, même complètement magique, et qui est là. Alors je crois que je vous l'avais dit, je vous en avais parlé aussi dans mes films Top Famille, qui est là en fait quand on a un regard d'enfant. On pourrait penser qu'elle est là pour venir sauver les enfants, pour les remettre un petit peu dans le droit chemin, qu'ils arrêtent un petit peu leurs bêtises, etc., qu'ils comprennent un petit peu aussi ce qu'endurent leurs parents, la société, comment dire, leurs devoirs, etc., les hommes et les femmes de demain qui sont censés devenir, etc. Il y a de ça, bien évidemment, mais il y a surtout le fait que cette jeune, donc Mary Poppins, c'est là pour en fait sauver le papa. Parce que le papa, c'est un banquier, et on le comprendra assez, je pense, haut placé dans la banque, donc fait partie un petit peu de la noblesse, enfin des petits aristos de l'Angleterre, ok. Et papa qui est très dans la norme, très réglementé, très strict avec ses enfants, à vouloir leur inculquer une comment dire, une éducation stricte mais assez élitiste, etc. Ils ont du personnel à leurs petits soins, donc une cuisinière, une femme de ménage, une nounou pour les enfants, etc., etc. La maman ne travaille pas, mais la maman est engagée dans des causes pour les femmes, en gros, pour l'émancipation des femmes, etc. Donc on a là une petite famille quand même assez éclairée au niveau de la maman, ok, qui commence un petit peu à faire bouger les choses, surtout au niveau de ces années-là, de l'époque dans laquelle le film est censé être vécu, et de ce papa un petit peu psychorigide, etc., et qui en fait a son statut de papa, mais de son statut en fait de chef de famille, et qui n'a que ça, en gros. Il a sa petite femme, etc., son petit train-train, et il y a cette petite Mary Poppins qui vient là et qui chamboule un peu tout ça, qui chamboule les habitudes et qui va sortir un petit peu tout le monde de sa zone de confort. Et donc en fait tout ça pour se rendre compte avec son comparse joué par Dick Van Dyke, que j'adore, je vous avais dit, va aider cette famille à développer son imaginaire à travers bien évidemment des animés vers des endroits un petit peu magiques, mystérieux, merveilleux, etc., en faisant croire aux enfants qu'après ce n'était qu'un rêve, etc. Penser aussi aux gens qui sont dans la pauvreté, dans la misère, etc., etc. Donc faire voir un petit peu le monde aux enfants, leur faire garder leur âme d'enfant avec toute cette animée qu'on connaît dans le film, etc., et en même temps faire prendre conscience au papa que le temps passe extrêmement vite, et que il y a une chanson bien dédicacée pour ça,
Dans le titre qui, je crois, s'intitule Un morceau de sucre, je crois que c'est ça le titre simplement, et en fait où on voit là, en fait toute la métaphore de la vie en général que donc c'est comment il s'appelle, Dick Van Dyke qui le chante au papa parce que c'est un sous-ton de comédie musicale bien sûr ce film, pour expliquer en fait au papa que la vie elle est ce qu'elle est, elle est dans sa norme, dans sa concrétisation, etc. Mais que si on arrive à faire passer les choses de manière un petit peu différente, c'est de ça qu'il parle avec sa petite métaphore là du morceau de sucre, c'est qu'en fait un morceau de sucre vous rend la chose un peu plus douce, vous mettez un morceau de sucre dans votre chocolat, dans votre café, etc. Ça rend la chose un peu plus douce chaque matin, et donc de faire en sorte que chaque journée soit un petit peu extraordinaire, soit un peu plus douce, sorte un peu du cadre en fait de la vie en général, et va faire comprendre au père que la vie passe extrêmement vite et que les enfants, le temps passe, on gagne sa situation, on avance, mais les enfants grandissent et un jour ils partiront, et bien si on ne leur aura pas donné l'amour, l'affection qu'on est censé leur donner enfant, et surtout l'attention, et bien un jour ils partiront et ils vivront eux aussi leur vie d'adulte, et en plus si on les a stéréotypés à être dans un moule d'une société, les rapports seront pas très familial, quoi, très aimants, très proches, et donc c'est toute cette déconstruction pour la reconstruction du papa, où à la fin il va pour se faire virer, etc. Puis qu'en fait il se rend compte qu'il s'en fout, l'important c'est ses enfants, parce que ses enfants à la fin du film, pour essayer un petit peu de le sortir de sa petite merde là, il lui donne les 2 pence qui avaient causé un petit peu la perte, on fait très court, qui avait causé tout un mélodrame à la banque, etc. Et quand il voit les 2 pence comme ça et qu'il se revoit ses enfants lui avoir donné ça pour pouvoir le sauver, ça lui rappelle tout simplement que ses enfants c'est la chose la plus importante du monde, et que en gros si vous voulez me virer, virez-moi, mais moi maintenant je vais retrouver ma famille, j'ai assez perdu de temps, et je vais profiter de chaque moment avec ma famille. À la fin ça se finit bien évidemment bien, il décide de raccommoder le fameux cerf-volant qui avait été cassé en tout début de film pour pouvoir profiter d'une sortie familiale. Ça se finit bien évidemment, il retrouve sa place à la banque, mais voilà quoi, c'est une prise de conscience pour les parents, grâce à cette nounou là un petit peu magique, de faire comprendre que oui, il y a votre travail, oui, vous êtes peut-être stéréotypé dans un délire d'adulte, de monde d'adulte, avec du poids sur les épaules parce que vous êtes seul à mener votre barque, etc. En plus, si vous avez une famille, tout ça, c'est compliqué. Mais ne perdez pas votre âme d'enfant, et ne perdez surtout pas de vue que vos enfants grandissent, et c'est la chose la plus importante au monde. Si vous décidez de faire des enfants, c'est parce que vous les avez voulu, vous avez à un moment donné eu envie de créer votre famille, donc profitez-en. C'est bien de ramener de l'argent tous les jours, de profiter que le dimanche, selon ce que vous faites, etc. Mais à un moment donné, l'argent ne fait pas tout, le travail ne fait pas tout, et même si vous êtes blindé aux as, etc., un jour vous vous réveillerez seul parce que vos enfants auront claqué la porte, parce qu'ils auront vécu leur vie, parce que vous leur aurez appris que vous n'êtes pas si important que ça dans leur vie, et donc vous vous réveillerez seul. Et c'est tout ça qu'elle veut faire comprendre avec son comparse là, comprendre aux enfants un petit peu qu'il faut se calmer un petit peu dans tout ce qui est bêtises, etc. Les bêtises sont importantes quand on est enfant, mais prendre conscience aussi que leur papa, c'est ce qu'il dit aussi Dick Van Dyke aux enfants, mais vous avez tout le monde qui s'occupe de vous, il y a tout votre personnel, il y a votre maman, il y a votre papa au cas où, un peu moins, mais il y a votre papa, il y a Mary Poppins, il y a moi, il y a un policeman aussi au milieu, etc. Mais votre père, lui, quand il est pas bien, quand il se retrouve tout seul face à ses problèmes, vers qui il peut se tourner pour aller mieux? En fait, personne. Et donc, ça aussi, c'est une prise de conscience des enfants qui commencent un petit peu à évoluer, etc. De comprendre que les parents sont là aussi, mais portent aussi un poids, et
de relativiser, d'être un petit peu indulgent face à ses parents, parce que les parents sont, même s'ils sont quelquefois entourés tout ça, mais sont malgré tout seuls face à leur destin, face à leur famille qu'ils ont voulu avoir. Et donc un minimum de reconnaissance, un minimum d'apaisement, d'entraide et de resserrer un peu les liens de tout le monde dans cette famille, en l'occurrence dans Mary Poppins, pour faire en sorte qu'il y ait une osmose familiale, tout simplement une compréhension des deux parties, du côté des enfants, du côté des parents, et de remettre un petit peu les valeurs et les priorités à la bonne place. Donc bien évidemment je vous ai mis ce film parce que le focus est fait sur le papa, hein, on l'aura compris, c'est lui vraiment qui a un gros problème alors pas d'ouverture d'esprit, mais voilà, il est très stéréotypé, très dans son truc en fait, très robotisé, et perd vraiment de vue le plus important, c'est-à-dire ses enfants. Et donc avec l'arrivée de cette petite Mary Poppins, il se rend vraiment compte, c'est grâce à lui en fait que tout va s'apaiser, lui va s'apaiser, va ouvrir les yeux, et tout va se passer bien à la fin, évidemment. Ensuite, je vous ai placé comme ça La gloire de mon père, donc de Marcel Pagnol, qui retrace en fait l'histoire de Marcel Pagnol, de ses souvenirs d'enfance, etc. Si vous ne connaissez pas le livre, ça a été fait en film. Et donc, c'est l'histoire de ce jeune Marcel Pagnol, qui a été, donc, dont le père était instituteur, et qui a été, on le voit un petit peu dans son enfance, on le voit dans sa toute jeune enfance, où il était gardé par son propre père au fond de la classe parce qu'il n'avait pas l'âge d'aller à l'école, mais malgré tout ça, a appris avant les autres, bien évidemment, tout ce qui est instruction, éducation, lire, écrire, etc. Donc, il en a grande en avance sur son âge, sur toutes les compétences à apprendre par rapport à son âge et par rapport à l'école. Et on a ce papa, en fait, c'est l'histoire de ce papa qui est instituteur, qui a ce rôle de transmission malgré lui, parce que c'était un petit peu tôt, il s'y attendait pas du tout, c'est juste qu'en fait il avait personne pour le garder, et donc quand il faisait cours, il mettait son fils au fond de la salle et lui faisait cours, son fils faisait rien, il faisait des petits dessins, tout ça, sauf que le fils a appris malgré tout en même temps tout au long de l'année avec son père et avec les autres élèves dans son petit coin, jusqu'au jour où il lit une phrase sur le tableau, l'autre il comprend pas, il dit non, c'est faux ce que tu dis, il dit mais comment ça c'est faux, il dit parce que mon père fait je sais plus quoi, je sais plus la phrase exacte, il dit non c'est pas vrai, tu fais pas ça, ou t'as jamais fait ça, un truc comme ça, il dit mais pourquoi est-ce que tu peux me lire ce qui a marqué, et donc il lui lit, etc. Donc il voit que son fils est en avance, etc. Et l'histoire se déroule en fait durant les grandes vacances, donc les vacances d'été, où le papa de Marcel Pagnol l'emmène donc du côté de Marseille, là-bas vers les comment on appelle ça, je vais dire les calanques, c'est pas les calanques, c'est les garrigues un petit peu de Marseille, vous voyez un petit peu la campagne marseillaise, ok, le sud. Et donc, durant ces petites vacances d'été, qu'est-ce qu'il va apprendre? Il va apprendre la chasse, il va apprendre la nature, la faune, la flore et tout ça. Et donc, tout ça va lui être appris par son père. Et dans le film, on voit que son père est un chasseur, ok. Et en fait, tout le long du film, ça sera de briller dans les yeux de son père. Et donc à la fin, il brandit comme ça, je crois, dans mes souvenirs, c'est deux espèces de faisans ou de grives, enfin des petits volailles comme ça. Et je crois qu'il crie sur un rocher comme ça, c'est la gloire en gros de mon père. Tout ça pour que son père soit fier de lui. En fait, ce film, c'est vraiment le résumé en fait de la passation et de ce qu'un père voudrait inculquer à son fils. Et là, on est vraiment dans un rapport père-fils proche, puisque le père, qui a en lui certaines compétences de par son métier de professeur et par son amour de la nature, bon, de la chasse du coup, mais bon, ok, et donc va inculquer tout ça aussi à son fils. Et donc c'est ce rapprochement-là d'éducation, mais aussi du fait de grandir avec les valeurs que lui aura inculquées son père, et donc cette proximité père-fils qui est très jolie à voir dans ce film, et en plus avec un petit goût du sud, donc quoi de mieux que ça pour la fête des pères, j'ai envie de vous dire, pour moi ça résonne très bien. Ensuite, nous avons le film Le Jouet. Alors, vous avez deux versions, une avec la plus récente avec Jamel Debbouze et l'autre avec Pierre Richard. Donc,
les deux à voir, c'est deux styles de comiques bien évidemment différents, mais c'est la même histoire. C'est-à-dire qu'en fait nous avons un richissime qui a un fils, un jeune fils pourri gâté, qui n'a pas spécialement de valeur, qui est un peu livré à lui-même, etc. Et il a autour de lui comme ça un mec, alors je me rappelle plus de celui avec Jamel Debbouze, parce qu'il a il doit avoir un travail, il arrive à se faire embaucher en tant que veilleur de nuit, je crois, ou de gardien, enfin de garde du corps, enfin de gardien, de vigile un petit peu dans le magasin de jouets de cet homme, de ce riche homme, ok, et donc va faire la rencontre du fils de cet homme riche. Et donc le fils, qui se croit bien évidemment tout permis, etc., et qui repousse les limites, demande à avoir un jouet. J'ai un petit doute sur le fait que ce soit le magasin de jouets de son père, ou alors si le père est un chef d'entreprise, mais bon, peu importe. En tout cas, le fils doit choisir un jouet, en gros, pour le distraire une fois de plus, pour combler alors qu'il n'a pas de mère, combler la solitude, en fait, le manque du père. Donc, il doit choisir un jouet, et puis cette fois-ci, ben, il a l'idée de prendre ce mec, c'est-à-dire, donc, selon les versions, Pierre Richard ou alors Jamel Debbouze en tant que jouet. Donc le gars au début, bien donc non, en gros je suis pas à vendre, enfin je suis pas un jouet quoi les gars, tranquille. Mais en gros voilà, c'est quelqu'un qui a besoin d'argent, il est payé une fortune et en gros il doit s'occuper d'un gamin, un peu comme une nounou. Donc bon, les deux acceptent, c'est exactement la même histoire pour les deux films. Ils acceptent et donc là va se passer tout un cheminement pareil où l'enfant bien évidemment est une tête à claque au début. Et bien le jouet, celui qui jouera le jouet, devra remettre un petit peu à la place. C'est-à-dire qu'au début, c'est pas trop comment faire parce que c'est un petit peu le fils du patron, vous voyez. Le sale gosse de riche, très fortuné, très puissant, etc. Lui, un petit peu dans la misère, a besoin de travail, tout ça, pour s'en sortir lui aussi et sortir un petit peu sa famille de la misère. Et en fait, ne va pas rentrer dans le jeu du fils, c'est-à-dire concrètement dans le jeu du fils, c'est-à-dire se faire prendre pour un con, mais vraiment, vraiment, de la part du fils, c'est-à-dire qu'il va tenir tête, et ensuite, de par sa posture face à un enfant, le fait de dire non, le fait de rendre l'enfant un petit peu frustré, etc., ça aurait pu causer un petit drama et en fait le fils c'est ce qui lui plaît, en fait c'est ce qu'il recherche parce qu'il n'a pas de limite, il n'a rien du tout avec son père et c'est ce qu'il recherche. Et c'est ce que ce jouet lui, donc parce que c'est joué par Pierre Richard et Jamel, donc je vais pas dire à chaque fois les deux, donc je vais cibler, on va parler du jouet, va inculquer à cet enfant, c'est-à-dire la frustration, le fait qu'on lui dise non, le fait que pas tout n'est permis, que tu donnes des coups, on les rend, alors attention, toujours pareil, dans un esprit de bienveillance, mais en gros, tu me fais une crasse, je te fais une crasse, etc., etc. En gros, rien n'est gratuit, c'est-à-dire que chaque chaque geste plutôt, chaque action amène des conséquences, et donc maintenant, mon gars, tu vas être responsable de tes actes. Voilà, moi, je suis le jouet de personne, donc là, on est dans un 50-50 parce que, en gros, mais tu vas aussi apprendre la vie, parce que moi, je suis dans la misère. Toi, t'es un riche fils d'eux, mais la vie, tu la connais pas. Et en fait, tout le long du film, le jouet va se rendre compte que le fils est triste. Il est plus malheureux qu'autre chose. Et en fait, il cherche un ami, tout simplement, quelqu'un qui l'écoute, quelqu'un qui prenne un petit peu la place du père qu'il n'a pas. Et c'est tout un cheminement comme ça où le fils, pareil, va se rendre compte des choses de la vie, des... comment dire, de la valeur de la vie et surtout de la valeur des gens, qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec n'importe qui, avec n'importe quoi. C'est pas parce qu'on est riche et puissant qu'on a tous les droits, en fait. On se doit aussi de respecter son prochain et les autres personnes, et même s'ils sont pas de même rang social, etc. Et par tout ce biais-là, pareil, le père va aussi comprendre que le fils est seul. Il est conscient du comportement de son fils, etc. Mais voilà, c'est comme ça. Et tout le long du film, c'est de se rendre compte que d'imposer des limites à ses enfants, c'est pas forcément néfaste. Au contraire, c'est ce qui construit l'enfant, c'est ce que l'enfant a besoin, c'est ce que l'enfant recherche
pour se construire, parce que si l'enfant n'a pas de limite, il est livré à lui-même totalement, et donc c'est le néant pour l'enfant. L'être humain est câblé pour avoir des limites. On le voit quand certaines astronautes, n'est-ce pas, passent des tests, etc. Ceux qui ont on appelle le mal de l'espace, ce sont ceux qui ne sont pas capables de vivre tout simplement dans l'espace, avoir des missions, etc. Parce que l'univers, c'est-à-dire cette projection vers le néant, en gros, puisqu'il n'y a pas de limite quand on est là-haut, c'est très compliqué pour le cerveau humain de se dire il n'y a pas de limite, et donc on est dans le néant, et donc c'est très vertigineux tout ça. Et donc c'est en gros une métaphore pour vous faire comprendre que à l'échelle enfant c'est exactement la même chose. Si on ne pose pas de limite, l'enfant se retrouve face à un univers complet, un cosmos face à lui, et lui est seul face à ce grand vide, à ce grand néant. Et si on n'a pas de cadre, de limite, d'explication des choses, etc., l'enfant est complètement perdu et jeté dans le vide, en fait, tout simplement. Donc, c'est cette prise de conscience de l'enfant, cette prise de conscience aussi du papa par rapport à son enfant, et voilà, donc toujours pareil, ce rapport père-fils, donc au début biaisé, et ensuite qui va vers un apaisement des deux, et ensuite le jouet qui va laisser la place, bien évidemment, à ce rapport père-fils dans le film. Ensuite, je vous ai placé les compères, donc avec Pierre Richard et Gérard Depardieu. Donc film pareil, comique, où nous avons la fugue d'un ado de 16-17 ans, plus ou moins, d'un jeune homme qui fugue pour un amour, une jeune fille, en gros. Jeune fille, alors lui est censé être d'une famille un petit peu aisée, etc. Et jeune fille traîne un petit peu avec des loupards, un petit peu, voilà, un petit peu les blousons noirs de l'époque, ok. On a la maman, donc jouée par Annie Dupéré, qui est complètement perdue et qui ne sait pas, la police elle s'en fout, etc. Et donc elle a l'idée d'appeler ses deux ex qu'elle avait à l'époque, c'est-à-dire qu'à l'époque on comprend qu'elle avait 3 mecs en même temps. Et donc ces ces deux ex qui sont donc joués par Depardieu et Pierre Richard. Donc Depardieu, le gros, dur, qui n'a pas eu de femme, qui est donc journaliste dans le film, qui n'a pas créé de famille, etc., etc. Très, comment dire, il faut pas lui marcher sur les pieds, très grande gueule, etc. De l'autre côté, on a un Pierre Richard qui est tout autre, qui n'a pas non plus créé de vie de famille, qui a tenté mais qui n'a pas réussi, et qui est un petit peu suicidaire sur les bords, donc qui est un petit peu, voilà, mélancolique, pas sûr de lui, etc., pas heureux dans sa vie. Donc elle appelle ces deux personnes-là pour lui demander de l'aide, concours de circonstances, les deux se retrouvent, et donc vont former le duo pour retrouver le jeune homme, donc Tristan dans le film, vont finir par le retrouver, etc. Tout ça pour dire que Tristan, dans le film, le jeune homme, est en rébellion lui par rapport à son père. On le voit en fait où il dit que son père est un gros con, qu'il fait chier, qu'il l'empêche de vivre, etc., etc. Et cette fugue, en gros, c'est voilà, j'ai envie de vivre et j'ai pas envie de vivre la vie que m'impose mon père. Tout le long du film, on a aussi le papa qui prend conscience des choses. Et c'est en fait, c'est un double jeu un petit peu de... Enfin, c'est pas un double jeu, disons que c'est un jeu un petit peu de tout le monde, où le père, le géniteur, le vrai papa de Tristan va se rendre compte de ses âneries, en fait, des conneries qu'il fait avec son fils. Pareil, de la dureté d'un papa, etc. Et de la non-écoute, de la non-compréhension, de ce non-lien qu'il y a avec son fils. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Des deux autres, par concours de circonstances, qui espèrent être le père, parce que Annie Dupéré donc fait comprendre qu'elle a connu 3 hommes en même temps, elle sait pas qui est le père, donc elle fait croire que c'est potentiellement eux les pères pour que ils aient une motivation d'aller retrouver son propre fils. Donc voilà, c'est ces deux hommes aussi qui n'ont pas construit de famille et qui se rendent compte avec ce petit jeune homme là que c'est quand même sympa d'avoir un gosse. Alors ça crée des emmerdements parce que là du coup il y a une fugue, il y a une petite crise d'adolescence, etc. Mais en même temps, c'est quelque chose d'attachant parce qu'on se projette. Il y en a un qui dit, il me ressemble. Non, non, il me ressemble à moi. Il a mon caractère, il a mon physique. C'est voilà la projection d'un homme, là, d'un papa envers un potentiel fils.
Et donc de se dire, bah en fait c'est ma filiation, c'est ce que je vais laisser derrière moi. En fait c'est beau, ça serait beau d'avoir un enfant finalement. C'est ma vie là aujourd'hui, elle était bien jusqu'à présent, mais ce petit gosse là vient tout bouleverser. Le fait de se dire je suis père, ça bouleverse un petit peu les choses. Donc est-ce que ça serait pas bien finalement d'être papa? Et ce jeune fils aussi qui comprend très bien après ce qu'a voulu faire sa mère, se rend compte aussi des choses par rapport à son père. Donc mea culpa de tout le monde, tout est bien qui finit bien. À la fin, c'est le fils, c'est Tristan. Il a une conversation téléphonique avec son père très courte, mais très émotive. Et donc lui, il est très au courant que bien entendu Depardieu et Pierre Richard ne sont pas ses père possible, qu'il n'y a qu'un père, c'est son vrai papa depuis le début. Et donc à la fin, étant donné qu'il a tissé un lien durant tout ce film avec plein de péripéties, vous imaginez les péripéties qu'il peut y avoir dans ces films-là, dans les années 80-90, avec les deux là qui jouaient tout le temps ensemble, etc. Bien, c'est aussi lié d'amitié, de sympathie, d'affinité, de lien un petit peu familial comme ça, sans le vouloir. Et en fait, va dire à l'un et à l'autre, qui sont en fait le propre père biologique et qu'il faut surtout pas le dire aux autres. Et donc on comprend, vont évoluer comme ça tout le long de la vie. Ils vont rester un petit peu dans le sillage, dans la vie de ce cher Tristan. Donc il va avoir 3 papas pour lui. Et tout le monde est content. Voilà, les deux qui n'avaient pas de famille, qui n'avaient pas d'enfants, etc., ben, se voient un petit peu, comment dire, émus, bien évidemment, d'apprendre que c'est eux les papas biologiques, bien que ce ne soit pas le cas. Mais voilà, ça leur donne, on le voit, ils pleurent, ça leur donne une espérance envers la vie, peut-être un chemin de vie qu'ils vont prendre après, plus tard, se décider peut-être de faire des enfants ou pas, libre lecture à chacun. Tristan, lui, il est très content parce qu'il a aussi vu en ces deux personnages 2 personnalités différentes, en gros, qui se complètent et qui pourront l'aider lui aussi si il continue à avoir des petites difficultés, etc. Parce que c'est 2 personnalités différentes qui peuvent aider dans la vie, qui peuvent être inspirantes malgré les défauts et les qualités de chacun. Et son propre père, bien évidemment, avec qui il comprend que c'est bon, j'ai compris. On a du mal à se comprendre, on a du mal à se parler, mais je comprends qu'en gros tu t'en fais pour moi, tu m'aimes, tu es là. Et voilà. Et il y a une phrase aussi extrêmement touchante et qui moi m'a toujours émue quand j'ai connu ce film. C'est parce que je faisais exactement la même chose que ce que dit c'est Pierre Richard qui dit ça, je crois. Quand ils se racontent un petit peu, ils se posent sur un banc, ils se racontent un petit peu leur passif avec chacun, leur père, etc. Pour que Tristan prenne conscience en fait que le lien père-fils c'est pas forcément facile, mais qu'il est là, il existe. Donc chacun raconte le sien. Et on a Pierre Richard qui dit, donc lui beaucoup plus sensible, beaucoup plus poétique du coup, explique que il était quand il était jeune, il écrivait des poèmes, il écrivait des choses, des mots qui étaient dédiés à son propre père et qu'il les foutait à la poubelle en espérant que son père les trouve un jour. Et donc Tristan a cette phrase, il lui dit, est-ce qu'il les a un jour trouvés? Il lui dit jamais. Et ça me fait doucement sourire parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais aussi, j'avais un petit journal intime, mais c'est vrai que j'ai toujours écrit des poèmes depuis mon adolescence. Ça m'a pris à l'adolescence d'écrire des poèmes au collège à peu près. Oui, au collège. Et de laisser des fois des mots, des poèmes, des petits trucs comme ça. Et que je laissais dans ma petite poubelle de chambre en espérant que mes parents à ce moment-là respectent pas forcément l'intimité de la chose et aillent fouiller un petit peu dans les papiers et regardent et se rendent compte des choses. Et non, moi non plus, ça ne m'est jamais arrivé. Donc ça m'a fait doucement sourire parce que c'est des trucs d'enfant et quand après je l'ai revu plus grand, je me suis dit mais c'est rigolo parce que j'avais exactement cette même façon de faire. Donc pour moi, c'est une consonance bien évidemment encore plus forte parce que je faisais exactement la même chose que ce que Pierre Richard explique à Tristan. Donc voilà, pour expliquer qu'en fait les rapports père-enfant
sont pas forcément faciles. Il en va de même pour les mères et les enfants, bien évidemment. Mais là, on est sur la fête des pères, bien sûr. Voilà, on a des fois des non-dits, des trucs qui polluent alors que les choses devraient se passer simplement et elles ne se passent pas forcément tout le temps simplement et sont quelquefois un petit peu plus complexes. Et donc voilà, c'est sûr qu'avec cette petite phrase là qui résonne tellement en moi parce que j'ai fait exactement la même chose, ça a vraiment comment dire, ça me prend au trip, quoi, ça m'émeut énormément. Donc voilà, film encore à voir avec filiation père-fils pour cette fête des pères, évidemment. Ensuite, je vous ai mis Indiana Jones. Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Alors pourquoi? Parce que je vais dire, c'est pas le sujet principal du film. Si on a bien évidemment cette quête, voilà, du Graal, etc., parce que c'est un archéologue et tutti quanti. Mais on a un arrière-plan, cette Harrison Ford, donc Indiana Jones, et son père qu'il a dans ce film-là, joué par Sean Connery, et on a ce rapport père-fils où on voit pareil, qui était un père. On voit que Indiana Jones, donc Harrison Ford, est dans les traces de son père, dans tout ce qui est recherche archéologique, etc. Et donc on a comme ça cet esprit toujours de filiation, bien évidemment, parce que le fils reprend un petit peu, enfin reprend totalement même les recherches de son père, le travail que faisait son père, etc. Et dans le film, il retrouve son père. Et on comprend que quand il était jeune, pareil, c'était un père qui faisait passer ses recherches, tout son travail de minutie par rapport à l'histoire, etc. Les secrets éventuels, les fouilles, les recherches, les secrets de l'histoire, etc. Et qui donc a laissé un petit peu de côté son fils. Pareil, avait une éducation extrêmement élitiste, un petit peu rigide aussi. Et donc, qui a fait que Harrison Ford a grandi comme ça, dans cet esprit d'élite de soi-même, dans cet esprit de conscience historique, de recherche historique, de recherche de la vérité, etc., etc. Ça, c'est pour le côté pro de la chose. Et côté humain, ça a laissé un petit vide, en fait, un petit manque de la part de son père. Et on voit en fait quand il se retrouve, parce que donc dans le film il a une 40-50 ans, Harrison Ford plus ou moins, ça se veut comme ça dans le film. L'autre est plus âgé, il se retrouve comme ça dans un espèce d'avion de l'époque. Et il dit voilà, donc Sean Connery, il dit tu me reproches de ne pas m'occuper de toi, de ne pas m'intéresser à ta vie. Allons-y, je suis là, on parle. Donc bon là, bien évidemment, nous avons Harrison Ford qui rigole nerveusement parce qu'il ne sait pas quoi dire, parce que 40-50 ans, c'est un petit peu compliqué. L'autre, il le prend un petit peu au dépourvu, donc c'est scène comique mais très très finement menée. Bien sûr, Sean Connery et Harrison Ford, très fin, très classe. Mais voilà, c'est toujours aussi cet esprit-là de père et de fils. C'est très redondant tout ça, mais de père de fils qui, pareil, se sont un petit peu loupés. Le rendez-vous s'est un petit peu loupé dans l'enfance, et c'est de se retrouver en fait à l'état d'adulte, de se redonner rendez-vous à l'état d'adulte, et d'essayer un petit peu de recéler un petit peu tout ça, parce que quand il y a de l'amour, bien évidemment, pas quand on a face à nous un père. Pas quand on a face à nous, bien évidemment, un père complètement déficient, à la ramasse, pas concerné ni quoi que ce soit, mais un père concerné, aimant, mais gauche, c'est de se dire, on va reprendre un petit peu, et il y a quelque chose qui nous unit tous les deux, faisons la route ensemble, quoi, réconcilions-nous et œuvrons ensemble. Donc eux, c'est dans cette quête-là d'archéologie, de recherche. Et c'est très beau, la fin bien sûr est très belle, ils finissent ensemble, il y a toujours des pointes humoristiques mais très fines, je vous ai dit très classe. Là on est vraiment dans la classe un petit peu à l'anglaise, avec cette l'anglaise à l'irlandaise, avec ce Sean Connery américain, côté Harrison Ford, très classe tout ça. Et les deux vraiment, c'est un duo, je trouve, qui qui marche très 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 bien. Je trouve que ces deux-là sont très convaincants déjà dans leur rôle père-fils, dans leur transmission père-fils,
et sont très émouvants aussi, je trouve, dans leur jeu d'acteur, dans le scénario qui est proposé aussi. Ça se passe aussi durant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, on a un peu un climat particulier avec un père et un fils qui essayent comme ça de se retrouver. Voilà, comme j'ai dit en fait, le rendez-vous à l'enfance ne s'est pas passé. C'est un petit peu loupé. On se redonne rendez-vous, comme dirait l'autre dans 10 ans. On se redonne rendez-vous à l'âge adulte et on essaye de se réconcilier et d'œuvrer, vu qu'on est animé par la même passion ensemble. Ensuite, je vous ai mis le film Menteur, Menteur. S'en suivra un deuxième film avec Jim Carrey. Donc Menteur, Menteur avec Jim Carrey. C'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire d'un avocat joué par Jim Carrey. Divorcé et père de famille aussi, père d'un petit garçon. Et qui, pareil, ne fait que travailler, avocat, veut upgrade dans son veut un petit peu upgrade dans ce cabinet d'avocat et on voit qu'il veut un petit peu s'allier à la grande industrie d'avocats qu'il y a, enfin bref, pour avoir encore plus de renommée, ok, et donc il doit gagner un procès, sauf que du coup, comme à chaque fois, il laisse son fils de côté et son fils, donc il fête son anniversaire, je crois il fête ses 5 ans, et encore une fois, son père n'est pas là, il a déjà loupé son tournoi sportif, là, enfin sa rencontre sportive, il loupe son anniversaire, et donc à son anniversaire, qu'est-ce qu'il fait le petit? Il souhaite que son père ne dise plus un seul mensonge pendant toute une journée. Donc bien évidemment, ça va amener à des situations complètement irrésistibles, comiques, si c'est votre truc, le jeu de Jim Carrey dans le comique, bien évidemment. C'est très très comique, c'est très exagéré, c'est toujours c'est du Jim Carrey, hein, c'est du grand Jim Carrey, et on a comme ça des situations très cocasses et très particulières, parce qu'il ne peut plus mentir, et comme on voit que c'est un avocat qui joue un petit peu sur la véracité des faits pour gagner les procès, sauver ses clients, etc., il se retrouve un petit peu dans la merde. Mais ça, bon, c'est pas le plus important. Disons que toute cette journée à passer sans mentir, il va vraiment se rendre compte qu'en fait, ça va pas. En plus de ça, la personne qu'il est censé représenter dans cette journée-là, il doit censé représenter une femme qui souhaite le divorce d'un riche homme d'affaires avec qui elle a eu 2 enfants, et qu'elle souhaite donc divorcer au début sans plus, voilà, juste une petite compensation, et voilà. C'est une femme très volage, qui a eu énormément d'amants, etc., etc. Enfin, bref, ok. Et donc, toute sa défense a été basée sur un mensonge, hein, avant le vœu de son fils. Et à la fin, il va gagner quand même le procès, parce que il va se rendre compte qu'en fait le contrat de mariage est caduc, parce que quand la jeune fille a épousé ce riche homme d'affaires, elle était pas majeure. Donc il gagne par la loi, par la loi, ok. Donc comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, je ne sais plus laquelle, la loi n'est pas là pour faire état. La loi donc est juste là pour appliquer la loi pure et dure et ne pas faire de sentiments. Et donc là, il gagne grâce à donc la loi, hein, ce qui est normalement un avocat, voilà. Mais en fait, ils se rendent compte qu'en faisant ça, cette femme-là est une petite pourriture, et qu'elle en fait va jouer sur le fait qu'elle a eu ses 2 enfants avec cet homme. Cet homme est très attaché à ses enfants. Elle va lui retirer ses enfants et elle va décréter qu'en fait, elle veut la garde exclusive et complète, qu'elle veut une énorme compensation financière, et que cet homme ne reverra ses enfants que lorsqu'il aura payé, bien évidemment. Donc il voit un homme à terre et il se rend compte qu'en fait là ça va pas. Il se retourne vers le juge, et Jim Carrey, si vous le connaissez un petit peu dans les rôles dramatiques, donc là c'est fait mais très légèrement parce que ça reste quand même un rôle comique, mais il a ce truc, Jim Carrey, vraiment dans les rôles dramatiques extrêmement puissant, je trouve. Il a cette prise de conscience quand il regarde cet homme à terre, ce père de famille qui a tout perdu en fait. Ça va être très compliqué pour lui parce qu'il a face à lui une pourriture, d'accord? Et donc il se retourne vers le juge, mais c'est trop tard. Le juge a appliqué sa loi et puis Jim Carrey a fait son job mal,
je sais pas si on peut dire mal ou bien, mais en tout cas a fait son job d'avocat et donc a fait en sorte que sa cliente gagne, mais à quel prix? C'est ce truc-là. Et en fait, il se rend vraiment compte de ça, que ce métier est un petit peu pourri. Quand il va pour serrer la main du gars avec qui il est censé s'associer, en fait, il veut plus parce qu'il se rend compte que c'est un cabinet pourri et que non. Pareil, il va reconquérir son ex-femme parce que bien sûr il est toujours amoureux de son ex-femme et son fils, tout ça va se réconcilier, tout ça va se rentrer dans l'ordre et bien entendu donc Jim Carrey va se remettre avec son ex-femme, ils vont reformer une belle et douce famille à l'américaine comme on connaît, avec un Jim Carrey, je suppose toujours avocat, mais je pense beaucoup plus moral en tout cas, et je pense au vu de ces 24 heures de folie qu'il aura passé, de choisir un petit peu mieux ses clients et de redresser un petit peu du coup la justice grâce à son métier d'avocat. Et donc c'est un très bon film à voir en famille, très comique, très léger pour les enfants, mais vraiment en tant qu'adulte, c'est d'une puissance avec des messages très forts bien évidemment. Donc je vous encourage évidemment à voir ce film pour la fête des pères. S'ensuit un autre film avec Jim Carrey qui s'intitule Popper et les pingouins. Donc pareil, il s'agit d'un homme joué par Jim Carrey, homme d'affaires je crois. Je ne sais plus. Mais enfin bon, il a un grand duplex, je crois, à New York. Enfin, je sais pas, un grand homme d'affaires. On s'en fout, c'est pas l'important. Et il a 2 enfants. Oui, et donc en fait, c'est un homme d'affaires où en fait, il achète des entreprises pour pouvoir les revendre, etc. Et donc, il a 2 enfants et il reçoit un jour un colis. Il sait pas, tout ça. Et on se rend compte au fur et à mesure que... et il reçoit un colis et dans ce colis, il y a quoi? Il y a des pingouins, et donc il va devoir cohabiter avec les pingouins. Donc bien sûr, situation encore comique et irrésistible, il doit mettre l'appartement à température pour les pingouins, etc. Les enfants qui sont toujours chiés quand ils vont chez leur père, pareil, père un petit peu pas insensible mais froid, voilà, dans son duplex, dans son petit du coup duplex très organisé, très rangé, chaque chose à sa place, voilà, très organisé. Voilà, faut pas qu'on vienne trop l'emmerder et déplacer la salière qui était sur le coin gauche de la table. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc avec ces petits pingouins là, déjà il retrouve une proximité avec ses enfants. Ses enfants ont bonheur à venir chez lui, à passer les week-ends, enfin les tours de garde, du coup, chez lui. Donc, il retrouve cette proximité avec ses enfants, etc. Il a cette sympathie, du coup, avec les pingouins. Donc, les pingouins animal, l'homme qui se rapproche de la nature, etc. Et les pingouins ont été envoyés par qui? Eh bien, par Feu, son père, qui lui lègue donc ces pingouins, etc. Donc on comprend que ce sont des pingouins très particuliers, blabla. À la fin du film, on le retrouve qui part avec ses enfants. Je sais plus s'il y a son ex-femme au milieu, s'il se remet avec son ex-femme, je ne crois pas. Mais je crois qu'il retrouve simplement ses enfants. Et il part en expédition comme ça, bien remettre bien évidemment les pingouins dans leur habitat naturel. Et c'est pareil, la filiation de son père, ce que son père lui a transmis, parce qu'on comprend que son père était explorateur, etc., que le fils discutait avec son père par radio interposée, parce que le père allait toujours à droite à gauche aux 4 coins du globe, et avait un père absent, ok, et donc il lui en voulait énormément de cette absence, etc. Et cet héritage-là de pingouin, quand le père est mort, bien évidemment, eh bien, il est un petit peu dans les traces de son père. Ça le réconcilie avec son père par le biais de ses enfants, parce qu'il retrouve cette cette enfance, parce qu'il s'éclate avec les pingouins, avec ses enfants. Il enlève le balai qu'il a dans le cul, il est bien, il est heureux, et donc à la toute fin, ça scelle le truc en fait, c'est de ramener les pingouins dans leur habitat. Donc la boucle est bouclée par rapport à son père. Il relâche les pingouins. Donc pour moi, c'est en gros la métaphore, le souvenir de son père pour maintenant se consacrer à ses enfants. Et à la toute fin aussi du film, tout le long du film, pareil, toujours dans un esprit d'être associé à un groupe pareil de riches hommes d'affaires, etc., doit racheter un restaurant ou un hôtel-restaurant, enfin un truc dans le genre,
où en fait un restaurant, je crois. Et en fait, il se trouve que ce restaurant-là, c'est une vieille dame qui le garde et qui ne veut le céder à personne. Et je crois qu'ils veulent le récupérer pour construire quelque chose par-dessus, bref. Et elle ne veut pas que cette chose se passe. Et donc, elle dit qu'elle ne léguera son restaurant qu'à quelqu'un qui a une âme, en gros, qui en vaut la peine. Et elle se rappelle de ce gars-là, parce qu'il va la voir quelques fois dans le film, hein, toujours avec son esprit d'homme, d'affaires, très, on connaît. Et elle se rappelle de ce petit garçon qui venait très souvent à la même table tous les X du mois ou de l'année ou je sais pas quoi, avec son père, avec sa famille, et elle se rappelle de lui. Elle dit que il a bien changé, etc. Bref. Et à la fin, elle le retrouve. Et en fait, à la fin, si je ne me trompe pas, elle lui lègue le restaurant. En tout cas, lui va garder le restaurant intact et va le faire prospérer, bien évidemment. Et elle retrouve, elle a retrouvé avec tout ce que je vous ai dit là, les yeux d'enfant de Jim Carrey qu'elle a connu quand il était jeune. Donc voilà, très beau film aussi pour cet esprit de filiation, de père envers ses enfants. Très joli film et très très émouvant aussi. Ensuite, je vous ai placé Hook ou La Revanche du Capitaine Crochet avec Robin Williams, Dustin Hoffman, etc. Julia Roberts qui joue la petite fée Clochette, etc., etc. Donc pourquoi je vous ai placé ça là? Tout simplement parce que nous avons ce Robin Williams qui est dans sa petite vie, pareil. Je crois que c'est un avocat aussi d'ailleurs. A fait sa vie avec la petite fille de Wendy, donc qui s'appelle Moira. Et je vous en ai parlé quand je vous expliquais un petit peu notre séjour à Disney. Je vous ai fait un tout petit laïus très rapidos, où en fait on a Moira, la femme de Robin Williams, qui dit à son mari à Noël, où il se retrouve dans la maison de Wendy, etc., qu'en fait il passe à côté de ses enfants et qu'un jour il se réveillera et ses enfants ne seront plus là. En tout cas, ses enfants ne seront plus des enfants et le temps passe extrêmement vite. Et en gros, si tu profites pas de tes enfants maintenant, tu les perdras à tout jamais. Parce que un enfant grandit très vite, les âmes des enfants se perdent très vite selon comment ils sont éduqués, selon les choses extérieures, etc. Et donc, c'est ce que sa femme veut faire comprendre à ce Robin Williams, là, ce Peter. Et un soir, on a ce fameux Capitaine Crochet qui vient enlever les enfants de Peter Pan, donc Robin Williams. Donc il est obligé de partir au pays imaginaire, donc il n'y croit pas. Il dit que c'est une histoire qui a été inventée pour les enfants, etc., etc. Donc pareil, toute cette quête du héros, sa reconstruction, son retour à son moi profond. Il se rappelle qu'il était effectivement Peter Pan. Il retrouve ses enfants. Entre-temps, on a le Capitaine Crochet pour récupérer les enfants, surtout le fils qui en veut énormément à son père de n'être jamais là, etc. Par un petit coup de filouterie, veut se faire passer un petit peu pour le père, dire que tu vois, avec moi ici t'es bien, je prends soin de toi, tu vas être le mini Capitaine Crochet, etc., etc. Et en fait, on a là cette quête du père qui vient pour reconquérir un petit peu l'âme de ses enfants, surtout de son fils. Parce que le fils est plus grand, parce qu'il a un fils et une fille, et la fille est beaucoup plus petite, donc elle, on comprend en fait, c'est un petit peu ce truc-là des enfants du pays imaginaire qui sont très très jeunes, qui ont gardé leur âme d'enfant, et on a son garçon qui va vers l'adolescence, qui est en train de la perdre, et c'est pour ça qu'il est en train de s'éloigner un petit peu de son père, et que pour le papa, pour Peter Pan, il est beaucoup plus facile de récupérer sa fille, qui lui a toujours cru en son père. Pour son fils, c'est un petit peu plus compliqué, mais il y arrive bien évidemment, et à la fin, c'est d'accepter son moi profond de qui il était vraiment, c'est-à-dire le fameux Peter Pan, le fameux héros du conte, et au-delà de ça, de se dire que les enfants du pays perdu, la fin du pays imaginaire, gardent leur âme d'enfant, et c'est cette âme d'enfant que Peter va retrouver et donc va redevenir Peter Pan. Et grâce à ça, va également retrouver ses enfants. En retrouvant son âme d'enfant, il va également retrouver ses enfants. Il va les rallier à sa cause, leur montrer qu'il va se battre pour eux, face au Capitaine Crochet, bien évidemment.
Et à la fin, tout est bien qui finit bien, bien évidemment. On a un papa qui se rend compte des choses, qui est encore plus amoureux que sa femme, bien évidemment, et qui est encore plus papa que ce qu'il l'était avant. Et on a dans le regard de Wendy, qui est une vieille dame, ok, qui a retrouvé dans les yeux de ce Peter, eh bien, qui a retrouvé son Peter Pan de son enfance, qui a retrouvé le petit garçon qu'il était, je crois même d'ailleurs, quand il revient, il lui dit bonjour petit garçon. Voilà, un homme qui retrouve son âme d'enfant grâce à ses enfants, grâce à ce parcours dans le pays imaginaire, mais on comprend, hein, c'est une métaphore toujours pareille. C'est le mot d'ordre. L'éloignement que crée la vie, que crée le monde d'adulte par rapport aux enfants. Et si vous pouvez garder votre âme d'enfant pour, je vous dis pas d'être complètement inconscient de la vie ni quoi que ce soit, ni de faire fi de vos, comment dire, de vos obligations de parents et d'adultes, bien évidemment. Mais si vous pouvez garder un petit peu de magie en vous, je pense que ça vous fera pas de mal. Et en tout cas, voilà, c'est ce que ce film montre, et c'est ce rapport avec ses enfants retrouvés. Ensuite, je vous ai mis le film Bras de fer. Alors, je sais plus en anglais comment ça s'appelle. Avec des chansons exceptionnelles par Sammy Hagar. Ceux qui ne connaissent pas, je vous le dis, si vous voulez faire des petites recherches, j'adore ce mec. Sammy Hagar, ok. Bref, ça c'est une petite aparté, ça ne me concerne que moi. Et donc nous avons ce film Bras de fer avec Sylvester Stallone. Et donc là c'est quoi? Là, ça a une résonance particulière pour moi, pour un fait bien précis de ma vie, mais là il ne s'agit pas de moi, juste pour vous dire que ça résonne très fortement en moi. C'est un père qui va se battre pour son fils, pour récupérer son fils. Mais récupérer vraiment, hein, c'est-à-dire que quelqu'un veut lui voler la garde et va tout faire pour récupérer son fils. Donc on a là un Sylvester Stallone qui est un chauffeur de camion, bref. Et à côté de ça, il concourt à des combats de bras de fer, ok? Et c'est comme ça qu'il gagne des prix, de l'argent, etc. Et grâce à ça, parce qu'il a peu de moyens, grâce à ça, il veut pouvoir s'acheter un gros camion et pouvoir faire des affaires, etc., etc., peu importe. On comprend que cet homme a été marié, ou en tout cas a eu une histoire avec une jeune fille il y a quelques années de cela. Entre-temps, ils se sont séparés, voire divorcés, je sais pas, et je crois pas que ce soit dit dans le film. Cette jeune fille était issue d'une famille très riche. Cette jeune femme, avec Sylvester Stallone, ont eu un enfant, un jeune garçon, qui, dans le film, est dans l'adolescence, mais dans la jeune adolescence. Il doit avoir 12-13 ans, je crois. Et il est dans une école militaire, enfin une école privée, donc très élitiste, etc. Élevé par sa mère et son grand-père, donc grand-père qu'on comprend très richissime, etc. Qui n'était pas d'accord avec la relation qu'entretenait sa fille avec ce jeune Sylvester Stallone. Et que la vie a fait que, bien évidemment, je pense que leur différence sociale, en plus l'embrouille avec le grand-père, etc., a fait que les deux se sont séparés. On comprend que Sylvester Stallone a toujours dans son cœur son ex-femme. Il se trouve que dans le film, son ex-femme, donc le petit n'a jamais connu son père, etc. Le père a toujours été mis à l'écart de cette famille par, on le comprend, le grand-père en question, c'est-à-dire le père de la jeune fille. Et donc, le petit n'a jamais connu son père. Il se trouve que dans le film, la maman de ce jeune garçon va mourir d'un cancer. Et donc, elle va renouer les liens avec son ex, donc Sylvester Stallone, en lui disant que tu es son père, prends tes responsabilités, etc., etc. Il va avoir besoin de toi, je ne vais plus être là, etc., etc. Donc, ça va être toute la quête d'un père de retrouver la confiance, enfin de trouver, parce qu'il ne l'a jamais eu, la confiance d'un fils, de faire connaissance avec un fils qu'il n'a jamais connu, fils qui le rejette totalement par rapport au dire du grand-père, ok, qui le dénigre complètement, de tenir tête au grand-père,
Et donc il va y avoir comme ça tout un, c'est un peu comme un parcours, un chemin initiatique où le fils va partir avec le père dans son camion et va comme ça par concours de circonstances être là aussi et comprendre un petit peu les motivations, les entraînements de son père pour ses combats de bras de fer, etc. jusqu'au combat final évidemment. Mais tout ça sans passer par des difficultés, c'est-à-dire que le grand-père ne veut pas que le jeune soit avec le père, parce qu'il dit que le père, en gros, c'est de la vermine, qu'il n'arrivera à rien avec lui, qu'il est, en gros, c'est les bas-fonds, etc., et qu'il veut quelque chose de bien pour son petit-fils, etc., etc., et qu'il se décrète lui-même comme étant, en gros, le père de substitution. C'est-à-dire, ça va un petit peu loin, le truc, hein. C'est-à-dire que le grand-père se voit vraiment comme le père de ce jeune garçon. Et prend un petit peu le lead à ce niveau-là. Sauf que non, ça n'est pas le père, c'est bien Sylvester Stallone. Et Sylvester Stallone, malgré le fait que le grand-père l'ait mis à l'écart, aime son fils, a été mis à l'écart sans le vouloir, mais en même temps assez tort aussi parce qu'il ne s'est pas battu à ce moment-là. Et là, il a fallu attendre que la maman meure d'un cancer, où là, le papa va prendre ses choses en main et va combattre pour son fils, va montrer à son fils à quel point il l'aime, etc. Va tenir tête au grand-père. Et là, pareil, le fils va prendre conscience de ce qu'est la personnalité de son père par rapport à tout ce parcours que je vous dis, qui vont mener sur les routes, etc. Et le grand-père va se résoudre parce qu'il va voir que le fils aime son père, que le père aime son fils, qu'ils sont prêts, que le père est prêt à tout pour son petit-fils, et que oui, d'accord, c'est pas le riche homme d'affaires, le riche avocat, le riche médecin que sa fille aurait dû épouser de son point de vue, mais c'est quelqu'un de bien, quelqu'un qui aime son enfant et donc se résout à laisser tranquille le père et donc à laisser vivre le petit-fils avec son père. Et c'est un très 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 beau film. Alors il y a des trucs un peu grossiers, voilà, des années 90, un petit peu des trucs voilà, avec Sylvester Stallone qui combat des mecs, on dirait c'est un petit peu la caricature un petit peu du catch, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un film très très beau, des musiques sublimes, il y en a une en particulier qui est très émouvante, la musique de fin bien évidemment jouée par Sammy Hagar, excellente, je vous le dis, allez l'écouter, elle est d'une force, chez moi ça résonne pour un sujet bien précis, mais c'est très très beau et le film vraiment, bon, moi qui suis touchée par le sujet, ça me touche, mais malgré tout, c'est très bien joué. On a un Sylvester Stallone qui sait très bien jouer les gros bras, mais qui sait très bien jouer aussi le visage un peu, vous savez, tristouné, un petit peu mal en fait, du fait qu'il soit rejeté par son fils. Et donc voilà, comme je vous ai dit, c'est un petit peu une petite quête initiatique comme ça, d'un enfant vers son fils, là vraiment pour le coup d'une connaissance entre le père et le fils. Ça serait un peu comme un accouchement où en fait le père rencontrerait son fils pour la première fois, vont faire connaissance et vont bien évidemment s'apprivoiser jusqu'à l'amour ultime d'un père envers son fils et d'un fils envers son père. Ensuite, je vous ai mis très rapidement les Chipmunks. Vous avez trois films. C'est pour les jeunes enfants, bien évidemment. 3 ou 4 films, je ne sais plus. En tout cas, moi, les 3, je les connais par cœur. C'est en fait 3 petits écureuils au début. 3 petits garçons écureuils qui vont être adoptés par un humain, comme nous. Donc, c'est mi-dessin animé, mi un petit peu à la... comment on appelle ça, Roger Rabbit, vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu des animés dans le monde réel, un petit peu comme les Schtroumpfs, vous voyez ce genre de film là. Et donc ça, ensuite arrive donc c'est les Chipmunks. Ensuite on a l'arrivée des Chipettes, donc 3 petites écureuils pareilles femelles qui sont pareilles adoptées par le jeune homme en question. Et donc c'est pareil, ce jeune homme qui est là, qui n'avait rien et qui se retrouve à devoir adopter, en tout cas dans le 1, tout part du 1 pour ensuite continuer dans les séries. Tout part du 1 où en fait il adopte ces 3 petits écureuils et devient leur papa.
Et on a le petit Théodore qui, moi, m'émeut très très fortement, qui a peur du noir, qui veut se blottir auprès de, donc c'est Dan, je crois, celui qui devient leur père humain. Et donc, non, Dave. Et il vient comme ça, et alors que lui, à chaque fois, il les rejette et tout. Donc, bien sûr, ils font le dawa dans la maison, etc. Et il vient, il se réfugie. Il a le rôle du père, en fait, qui vient consoler son jeune enfant qui aurait peur du noir, qui aurait fait un cauchemar, tout ça. Donc voilà, c'est tout un petit truc tout mignon d'un papa qui devait pas être papa et qui adopte comme ça 3 jeunes garçons. On va la faire simple, même si ce sont de petits écureuils, d'accord, mais qui adopte 3 jeunes garçons. Donc ils sont 3 frères hein, dans leur vie animale. Et va devenir papa et donc avec toutes les bêtises que les enfants font, avec toutes les premières choses d'un papa en fait tout simplement jusqu'à l'adoption totale et complète bien évidemment de ces petits écureuils face à ce petit être humain. Et donc c'est très mignon, c'est très rigolo pour les enfants. Donc ça c'est vraiment pour les jeunes enfants, très mignon à voir. Ensuite, je vous ai placé un Indien dans la ville avec Thierry Lhermitte et Patrick Timsit, donc et Miu Miu. Donc c'est quoi? C'était Thierry Lhermitte et Miu Miu qui ont eu une aventure. Ils ont eu un fils. Lui n'a pas été au courant. Elle, du jour au lendemain, elle est partie à l'autre bout du monde dans une tribu de je ne sais plus où, je ne sais plus à quel endroit. Lipo, je crois, je ne sais plus où c'est, en Amazonie, je crois. Et Thierry Lhermitte qui a refait sa vie à Paris, qui doit se remarier avec Ariel Dombal, avait complètement oublié qu'il n'avait pas divorcé de son ex-femme, c'est-à-dire Miu Miu. Donc il est obligé d'aller la retrouver pour lui faire signer les papiers du divorce et tout. Donc elle est ok machin. Sauf que quand il arrive dans sa tribu indienne là, il se rend compte en fait qu'il a un enfant, il a eu un fils. Et donc c'est ce fils qui va partir avec Thierry Lhermitte à Paris. Donc pareil, situation rigolote, situation comique d'un Indien dans la ville et évidemment pareil, apprivoisement des deux. Alors en plus là c'est vraiment 2 cultures différentes pour le coup, hein, vraiment. Et de faire avec et de se rendre compte en fait de la réalité des choses. On a aussi Thierry Lhermitte qui fréquente un petit peu avec la mafia, enfin avec des gens pas très nets, avec son comparse Patrick Timsit. Et à la fin du film, il revient dans la tribu pour ramener le petit. Et en même temps, on comprend qu'il va se remettre avec Miu Miu, bien évidemment, son ex-femme, et revenir aux sources un petit peu originelles en fait de la terre. Des hommes avec la terre, de juste le nécessaire et de pouvoir vivre en osmose avec la nature. Et donc c'est vraiment cette dichotomie entre la nature et la ville. Donc là on a pris bien évidemment la capitale de Paris pour vraiment cette dichotomie entre, je crois que c'est en Amazonie hein, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas un endroit dans ce style là, et la vie parisienne, donc la vie vraiment citadine face au rural. Mais là c'est pas le rural, c'est vraiment une autre culture, une autre façon d'être. C'est de chasser pour vivre, c'est de faire du troc aussi pour échanger des objets, etc. pour avoir. Et donc voilà, c'est toute cette ce choc des cultures et en même temps ce nouveau rôle de papa face à ce jeune garçon, pareil, qui est un adolescent plus ou moins dans le film. Et donc ça donne lieu à des situations comiques, mais aussi très touchantes, évidemment, pour cette fête des pères. Ensuite, je vous ai placé Une nuit au musée avec Ben Stiller et son comparse Owen Wilson. Donc, Une nuit au musée, qu'est-ce que c'est? C'est un jeune homme, pareil, qui n'a pas de métier, qui n'a pas de travail, qui trouve un emploi de gardien de nuit dans un musée, qui a un enfant, une ex-femme, et avec qui l'enfant ça se passe pas très bien, enfin ça se passe bien mais pas très bien non plus. C'est-à-dire que l'enfant à un moment donné se rend compte que le père est viré de ses emplois, donc il a un petit peu honte de son père, enfin parce que ses copains se moquent de son père, le père n'est pas forcément là non plus, il ne fait pas face à ses responsabilités, etc. Il se trouve que la nuit le musée est animé, c'est-à-dire que toutes les sculptures, tout ce qui fait l'histoire du musée prend vie. Et donc nous avons bien évidemment Robin Williams dans le film qui fait office de petite conscience, etc.
Et donc, par toutes ces aventures, évidemment, Ben Stiller va se rendre compte de qui il est, grâce à tous ces ces mélanges de cultures, parce qu'il y a la représentation des Indiens, il y a la représentation animale, il y a la représentation des premiers hommes aussi de la préhistoire, des Indiens, des Américains pardon face aux Indiens d'Amérique à ce moment-là de l'histoire, etc., etc. Enfin bon voilà, toute l'histoire en fait revisitée la nuit dans le musée avec des personnages qui prennent réellement vie. Et ce Ben Stiller qui est là au milieu et qui remet un petit peu les choses dans l'ordre, etc. On a aussi un dinosaure, un squelette en squelette, etc. Donc voilà, on a vraiment plein de situations comiques. Et un soir, par fierté, il dit à son fils de venir. Et son fils est là avec lui, tout ça. Et donc pareil, c'est toujours cette quête de briller en fait dans les yeux de son enfant, d'arriver à trouver sa place aussi dans la vie, de savoir qu'est-ce que je veux faire dans la vie, qu'est-ce qui m'anime, etc. Et en fait, d'un métier où il pensait qu'il allait se faire chier, qu'il allait pas rester, eh ben il se rend compte que c'est très intéressant, que c'est ce pourquoi il est fait, qu'il arrive à apaiser tout le monde, parce que bien sûr il y a des conflits entre, vous imaginez bien, les Indiens, les Américains, etc. et d'autres peuplades aussi. Je crois qu'il y a les Huns avec Attila, je crois que c'est Attila si je fais pas de bêtises. Enfin voilà, il y a tout un truc comme ça où il est obligé d'être là un petit peu en figure d'autorité face à tous ces gens-là, et en même temps briller dans les yeux de son fils. Donc très beau film aussi. Pareil avec des messages forts et aussi de très scènes comiques à faire voir à ses enfants. Ensuite, je vous ai placé deux Disney et là c'est un clin d'œil tout particulier à mon mari. Alors on va commencer par Hercule. Donc ce sont les deux dessins animés préférés de mon mari. Donc Hercule, qu'est-ce que c'est? C'est la quête du héros bien évidemment, mais c'est aussi dans le dessin animé un petit peu revisité. Dans la mythologie c'est pas tout à fait ça, mais bon, dans le dessin animé c'est ce demi-dieu qui se retrouve sur Terre par un maléfice d'Hadès, dieu des enfers, frère de Zeus, jaloux de son frère, ok, et donc on a ce Hercule demi-dieu avec une force herculéenne du coup, et qui ne trouve pas sa place, qui a été recueilli par des gens bien évidemment, un père, une mère, et qui les aime profondément, mais qui est en quête de son moi profond, parce qu'il voit bien qu'il y a un petit problème en fait par rapport aux gens du commun, parce que ce n'est pas quelqu'un de commun, c'est un demi-dieu, mais ça il va l'apprendre plus tard. Donc il part comme ça à l'aventure jusqu'au temple de Zeus pour trouver des réponses, et Zeus lui avoue que c'est son père. Et donc il va trouver Philoctète, un petit faune là, un petit qui va donc l'initier à tout un entraînement de héros, on va dire. On voit passer un petit peu les 12 travaux d'Hercule aussi dans le dessin animé, mais ça passe très rapidement. Petit clin d'œil aussi au Roi Lion avec Scar. Quand on peint le tableau d'Hercule, il a la peau de Scar sur lui. Bon bref, ça c'est les Mickey cachés. Et donc on a l'histoire d'amour aussi entre Hercule et Mégara, et cette quête du héros face au dieu des dieux, c'est-à-dire Hadès, qui veut tout faire pour anéantir Hercule. Hercule qui a été prédit par les trois moires. Ça c'est dans la mythologie grecque, ok, Hercule, donc fils de Zeus, qui amènera la perte d'Hadès, ok, et donc c'est cette quête de soi, cette quête aussi du héros, cette quête de racines, de qui sont nos parents, d'accepter qui sont nos parents, et en même temps, même si ce sont pas les parents qui nous ont élevés, de les aimer, de savoir qu'ils sont là en l'occurrence dans le dessin animé, mais de revenir à sa source originelle, c'est-à-dire les parents adoptifs de ce jeune Hercule à l'état de bébé, et de choisir de faire un choix. Ça peut être un choix qu'on pourra faire parallèle avec un choix d'adulte,
choix de devenir dieu et de donc vivre sur l'Olympe avec tous les dieux, tutti quanti, vie immortelle, etc., etc. Sauf que le petit jeune homme, entre-temps, il est tombé amoureux de Mégara, qui est une mortelle, et ayant été élevé avec les humains, avec les mortels, en gros, bien Hercule est arrivé à être un héros, mais décide de retourner avec ses parents, avec les humains, les mortels, donc finir sa vie avec Mégara. On n'est pas dans la vraie mythologie d'Hercule, hein, mais on va rester chez Disney, donc c'est beaucoup plus mignon que dans la vraie mythologie, c'est beaucoup plus dark. Mais là on est bien. Et donc tout est bien qui finit bien, etc., etc. Et c'est en fait cette recherche, cette quête de soi. Hercule dans le film, il est toujours en quête déjà de briller dans les yeux de son père, de son vrai père qui est Zeus, ok, et de devenir lui, vraiment lui, parce qu'il n'a jamais trouvé sa place de petit jusqu'à son adolescence, ok. Il a toujours été rejeté, il a toujours été moqué, jusqu'au jour où il apprend que c'est le fils d'un dieu et qu'il reçoit de son adolescence à son jeune âge adulte tout un entraînement héroïque. Donc il développe sa musculature, il développe ses compétences, etc., sa combativité, tout ce qu'on voudra, son courage éventuellement. Mais il va apprendre que la véritable... ce qui fait des gens le fait d'être un vrai héros, ce n'est pas, comme dit si bien Zeus dans le dessin animé, ce n'est pas par la force en gros de ses bras, mais c'est par la force de son cœur en gros. C'est par la bonté d'âme, parce qu'à la fin, Hercule va jusqu'à donner sa vie pour sauver celle de Mégara, Paradès bien évidemment. Et donc c'est cet acte complètement désintéressé pour la vie de quelqu'un, de laisser sa vie pour une personne qu'on aime, acte complètement désintéressé mais empli d'amour, et donc un acte héroïque. Donc il revient d'entre les morts à la manière héroïque, tout simplement, avec cette âme de héros enfin. Et donc il revient comme ça héroïque d'avoir sauvé son amour, et donc c'est là qu'il prend la décision de rester avec les humains et de rester de rester mortel en fait, hein. Et donc dans ce dessin animé, ce qui est important, c'est bien évidemment la quête d'identité et le fait de devenir alors un héros dans le dessin animé, mais de retrouver un petit peu ou de trouver tout simplement de confiance en soi, de savoir qui on est, où est-ce qu'on va. On a cette jolie phrase aussi, c'est pas une phrase d'ailleurs, c'est toute une chanson où il part comme ça vers le temple de son père, donc le temple de Zeus, où il dit qu'il a souvent cherché qui il était, d'où il venait, quelle place il avait dans cette vie, quelle place sera la sienne, où est-ce qu'il doit être, etc., etc. Quand il apprend que son père est le dieu des dieux, c'est-à-dire Zeus, il dit bah ça y est, j'ai enfin trouvé ma place, il faut juste que je prouve que je suis un héros pour enfin avoir la place qui m'est destinée, celle que j'attends depuis longtemps, c'est-à-dire la place parmi les dieux. Et en fait, il va se rendre compte que non, c'est pas ça sa réelle place. Sa réelle place, c'est que oui, il a l'âme d'un dieu, c'est un dieu, c'est un héros, mais dans tout son parcours pareil initiatique, il va se rendre compte lui aussi de qui il est réellement, de ce qu'il veut, de ce qu'il souhaite réellement, de qui il est. Donc en trouvant l'amour et en étant tout simplement le héros des mortels, il va se révéler et donc trouver sa réelle place qui pensait être ailleurs. En fait, elle était là. Elle a toujours été là où il était. C'est juste qu'il fallait un tout petit peu de confiance en soi, un tout petit peu de développement personnel, on dira ça comme ça. Cette quête de soi, c'est ça. Ce film, c'est ça, c'est de se dire que il est mal, il se sent pas bien, il pense qu'il est mieux ailleurs, et en fait non, sa place a toujours été à l'endroit même où il était. C'était juste qu'il fallait un petit coup de pouce, un petit déclencheur, quelque chose qui fait que il a cette confiance, il a cette
aisance un peu plus dans la vie, qu'il a trouvé sa place, c'est-à-dire qu'il a son don à lui. Alors là, dans le film, c'est sa force herculéenne qui fait qu'il est protecteur des mortels, etc. Mais en gros, c'est de dire que chacun a un don bien précis qui lui est bien destiné et qui fera en sorte qu'il sera lui ou elle, et que une fois que vous aurez trouvé votre don et votre, donc en gros pour faire court, moi profond, vous vous dévoilerez à votre plus beau jour, et donc vous serez en paix avec vous-même et vous pourrez vous accomplir dans ce que vous aurez décidé d'être une fois que vous aurez compris qui vous êtes, ce qui vous anime au plus profond de vous-même et où est votre place, ok? Parce que pareil, dans un esprit de métaphore, d'imaginaire, d'image, on va dire, quelqu'un peut se sentir mal quelque part, à l'école, dans une entreprise, dans un travail quelconque, dans un groupe d'amis quelconque, peu importe, c'est juste qu'en fait, c'est pas toi qui va pas, c'est juste qu'en fait, l'endroit où tu es ne te correspond pas. Voilà, c'est-à-dire que tu n'es pas là à ta place. Trouve ta place et tu verras que tu seras heureux. En gros, la morale du film, c'est ça. Ensuite, je vous ai mis en dernier dessin animé La planète au trésor. Donc sorti en 2002 et bien sûr sorti des studios Disney à l'instar d'Hercule évidemment. Alors nous avons l'histoire d'un jeune homme de 15-17 ans, je ne sais plus, qui vit seul avec sa mère, qui n'a plus son père et donc a un manque énorme de ce père, ok? Et un jour va se retrouver nez à nez avec un bandit des mers, c'est-à-dire un pirate, dirons-nous, mais là c'est un pirate un petit peu différent, c'est-à-dire qu'ils vont voguer mais dans l'espace, hein, plus ou moins, et ils vont comme ça vers une quête d'un trésor qui s'appelle le trésor des 1000 mondes. Et en fait, le pirate qui va prendre sous son aile ce jeune garçon et va donc voir enfin le pirate du coup avec qui le jeune va partir, le pirate va voir en ce jeune homme un petit mousse du coup, mais quelqu'un, une âme un petit peu pirate, un petit peu comme lui, etc. Il se revoit peut-être un petit peu quand il était jeune, etc. Moi je l'ai vu il y a longtemps, mais je sais que c'est un dessin animé qui touche énormément mon mari, c'est pour ça que je le mets là d'ailleurs. Et ce petit jeune voit en ce pirate le substitut d'un papa. Sauf qu'à un moment donné, bien évidemment, il va se sentir trahi parce que le pirate, évidemment, est un pirate. Le trahit vite fait à un moment donné va finir par être gentil finalement. Et je ne sais plus si le jeune va savoir que son père biologique était aussi un pirate ou un truc dans le genre. Et je crois même qu'il finit pirate lui-même à la fin du film. Mais en gros, et vous avez toujours j'ai envie de dire une phrase. Vous avez une chanson interprétée par David Hallyday qui s'intitule Un homme libre. En gros, cette chanson, elle parle d'un jeune homme qui cherche à tout prix d'exister dans les yeux de son père. Donc là, en l'occurrence, par le biais de ce pirate, ok. Et si vous écoutez la chanson, mettez-la vous rapidement, elle est très forte, très poignante, parce qu'on a un jeune homme là qui cherche, qui est là, qui n'a pas la reconnaissance de son père et qui dit, souvent il répète dans la chanson, je suis là, en gros, mais tu ne me vois pas, tu me vois haut comme 3 pommes, mais tu ne vois pas que je suis devenu un homme, etc., etc. Donc c'est cette non-reconnaissance du père par rapport au fils, ok? Et à un moment donné, dans la chanson, on a une petite virevolte comme ça où le fils va dire que... Donc, parce que je viens de me rappeler qu'en fait, il y avait une autre version, je crois que c'est une version québécoise, en gros, je vous mettrai le lien si vous voulez les écouter. Il y a la version faite par David Hallyday et la version québécoise qui s'intitule pareil, Je suis là, ou un truc comme ça. Et dans celle-là, et donc dans cette chanson-là, donc celle de David Hallyday résonne fort parce que
pour tout ce que je vous ai dit, ça change pas. Mais la version, je crois que c'est la version québécoise que je vous mettrai en lien, il résonne très fort pour mon mari parce que on a toute une partie de la chanson où en fait le jeune garçon se rend compte que son père, tout comme la chanson d'Hallyday, ne le considère pas, ne le voit pas. En gros, il crie, etc. qu'il est là, mais tu me vois pas, mais j'existe. En gros, j'existe, je suis là. Et ses parents, son père en l'occurrence ici, ne le voit pas. Et jusqu'à un autre couplet où il dit « Et toi qui vois si clair dans l'obscur, en gros on se ressemble, etc. » Et il y a cette phrase où il dit alors aide-moi à être un homme un peu comme toi en somme. Donc là, il s'adresse bien évidemment au pirate qui va traverser tout le Disney avec lui. Sauf que pour mon mari, bien évidemment, ça s'adresse à moi. C'est-à-dire que voilà, je suis arrivée dans sa vie, il avait 18 ans et effectivement, il vous expliquera si un jour il a envie de vous expliquer. Mais ouais, je suis arrivée dans sa vie, je l'ai sauvé de pas mal de choses. Je lui ai fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et avec moi, mon mari sera plus à même de vous en parler. Mais là, c'est moi qui suis face à vous et je vous parle de la fête des pères. Grâce à moi, il a trouvé quelqu'un qui l'aimait. Il a compris ce que c'était l'amour. Il a compris ce que c'était que d'être aimé. Et grâce à moi, il a construit sa famille. Ok. Donc, c'est quelque chose qui le touche énormément, qui lui fout les frissons, qui lui fout les larmes, etc. Et c'est quelque chose qui, bizarrement, a toujours résonné chez lui, ce dessin animé, quand il était jeune. Et à l'âge adulte, bien évidemment, après quand il m'a rencontré, quand il m'a montré le dessin animé, quand il m'a fait écouter les chansons, moi les chansons elles me font chialer à chaque fois, parce que bien sûr je vois mon mari, parce que je connais son enfance, etc., que je connais les énergumènes qui l'ont alors élevé, je vais même pas employer ce terme parce que c'est même pas élevé, c'est les géniteurs et les génitrices. Mais voilà, donc très complicado, mais tout ça pour dire que dans l'obscur, on peut toujours avoir de la lumière. Il faut juste que tu trouves ton destin. En gros, c'est ça. Rien n'est jamais écrit. Voilà, tu peux, et mon mari en est témoin, tu peux arriver d'un endroit complètement fracassé avec des gens complètement à la ramasse, qui te veulent du mal, qui sont néfastes, qui sont mauvais, qui te considèrent pas, qui te donnent jamais d'amour, etc., etc., et un jour, par ta propre volonté, parce qu'avant moi, il avait déjà sa propre force et sa propre volonté de dégager de cet endroit, de cette atmosphère néfaste. Et un an ou deux après, il m'a rencontré. Et rappelons qu'il avait 18 ans quand je l'ai rencontré. Et donc, ça a été la révélation vraiment pour lui, de savoir ce que c'était en fait l'amour, de savoir ce que c'était une famille, c'est tout con, mais de savoir ce que c'est que de fêter Noël, que d'avoir quelqu'un qui t'apporte de l'attention, que tu es le centre de la vie de quelqu'un, en l'occurrence moi, et que ce quelqu'un va t'apporter potentiellement une famille. Et tout ça, il l'a vécu, donc pour dire qu'en fait, quel que soit l'endroit dont vous venez, les difficultés que vous pouvez avoir, etc., vous pouvez toujours vous en sortir, que ce soit professionnellement parlant ou socialement parlant et amoureusement parlant, bien évidemment, familialement parlant, bien évidemment. Et vous pouvez aussi, bien évidemment, ce n'est pas parce que vous avez eu un schéma familial d'une certaine manière que vous ne pouvez pas faire l'inverse. Vous pouvez faire la même chose, mais vous pouvez également prendre le contre-pied et faire complètement l'inverse de tout ce que vous avez vu, de tout ce que vous avez connu. C'est ce que mon mari fait. C'est un homme extraordinaire, c'est un mari extra, c'est un père extra, c'est le meilleur des pères, c'est le meilleur des maris, je peux le dire, vraiment, c'est un père formidable. C'est quelqu'un qui a su tirer
des faiblesses de son enfance, toute sa force et énormément de résilience, énormément de courage. Mon mari, c'est l'homme le plus courageux du monde, vraiment. En tout cas, des gens que je connais, et j'en ai connu quand même pas mal, même de mon entourage, encore là très proche. Il n'y a pas une personne de mon entourage qui arrive à la cheville, au petit doigt de pied de mon mari, vraiment. C'est un homme courageux et d'une bonté d'âme, qui a gardé une bonté d'âme, mais c'est quelqu'un, alors faut pas le faire chier par contre, mais il a une bonté d'âme, vraiment, c'est un gentil. C'est vraiment quelqu'un qui est dénué de tout vice, de toute malveillance, de tout ce que vous voulez, de toute perversion. C'est quelqu'un vraiment d'extraordinaire. C'est mon mari, bien évidemment. Donc, pour refaire court et revenir à la fête des pères et faire une généralité des papas, c'est de se dire que vous pouvez toujours vous relever de quelque passé que ce soit, bon, sauf grand trauma, vous le savez, je vous l'avais déjà dit, c'est beaucoup plus compliqué, mais vous pouvez toujours, même dans des grands traumas, hein, vous pouvez toujours arriver à vous en sortir et prendre le contre-pied des choses. Et du coup, arriver à vous trouver vous-même, toujours pareil, cette quête du héros, de son moi intérieur, etc. Et après, arriver à vous accomplir tout simplement. Et soit... dans les films que je vous ai expliqués, d'après arriver à un apaisement vis-à-vis de son père, de briller dans les yeux de son père, d'avoir une relation calme, sereine et bienveillante vis-à-vis de son papa, ou alors si ce n'est pas le cas, que vous n'avez pas cette chance, eh bien vous-même, si c'est votre souhait d'être père, devenir un papa, d'être un vrai papa, de pas être d'être tout l'inverse en fait de ce que vous avez connu, tout simplement. Et pour en terminer avec les films, je me suis gardé le petit dernier pour moi-même, c'est-à-dire My Father, ce héros, et non pas Mon père, ce héros, c'est-à-dire Mon père, ce héros version française du film avec Depardieu et Marie Gillin. Et nous avons eu la version américaine avec Catherine Hegel ainsi que Gérard Depardieu dans son rôle de papa, de père. Père divorcé qui amène sa fille lors de vacances dans une île, etc., etc. Sa fille qui lui en veut énormément, fille qui a 13-14 ans, 14 ans et demi, elle le dit dans le film, qui lui en veut énormément parce que pas présent, etc., etc., jamais là. Donc elle habite à New York, lui habite à Paris. Ça c'est pour la version américaine. Dans la version française c'est pareil. Il se voit pas, il se voit jamais, il est pas présent, etc., etc. Et pendant tout ce voyage, eh bien, il va y avoir quoi? Il va y avoir confrontation des deux, c'est-à-dire la fille qui va vider son sac par rapport à son papa, le père qui va dire à sa fille qu'il l'aime, que c'est pas parce qu'il n'a pas été là qu'il ne l'aime pas, qu'il s'y est pris différemment, qu'il s'y est pris très de manière très gauche, qu'il s'y est extrêmement mal pris, mais qu'il aime, qu'il s'excuse. Qui met sa fille sur un piédestal, qu'il aime sa fille plus que tout. Et en même temps, dans ce film, nous avons l'éclosion du premier amour de sa fille, c'est-à-dire un jeune homme de 17 ans dans le film, le premier amour de sa fille, voilà, un petit amour de vacances, peut-être ils vont se retrouver après à New York, libre lecture de chacun, mais en gros, c'est le premier amour de sa fille, et donc c'est la symbolique ultime en fait, c'est que le père qui n'a jamais été là pour sa fille, eh bien va être là pour le plus important moment de sa vie de jeune fille. Il fait copain-copine avec une jeune femme aussi dans le film qui va l'aider à comprendre un petit peu le mécanisme de sa fille, etc. Et elle lui dit une très belle phrase dans le film, elle lui dit... donc lui, Gérard Depardieu, il dit à cette femme, voilà, je sais pas, j'y comprends rien, même à ma fille, j'y comprends rien, etc., etc. Elle lui dit, mais vous avez pas besoin d'en faire trop, vous avez juste besoin d'être là quand elle en aura besoin. Et elle lui fait comprendre qu'elle est là dans les âges du premier amour, etc., qu'elle pense à l'amour, à tout ça. Elle dit, mais non, mais elle est trop jeune, ça va pas, c'est mon bébé, non. Et il la regarde, il dit, vous pensez? Il dit, oui, elle a 14 ans.
Il dit, et, en gros, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, mais vous n'aurez juste, la seule chose que vous aurez à faire, c'est être là au moment où elle aura besoin de vous. Et on ne sait pas, peut-être que ça sera l'histoire du siècle, peut-être que ça sera un fiasco, on ne sait pas. Ça sera certainement un savant mélange des deux. En tout cas, votre rôle à vous, ça sera d'être là, d'être présent quand elle aura besoin de vous. Il y a des situations extrêmement drôles durant tout le film parce qu'elle fait croire à tout le monde que son père n'est pas son père. Je vous laisse voir si ça vous intéresse. Et bien évidemment, c'est très émouvant parce qu'en plus, c'est un père envers sa fille. Donc, à mon mari, ça le fait rire moyennement, vous voyez, parce que comme je vous disais que notre grande commence à avoir un petit chéri, tout ça, ça passe mal, ça a du mal à passer. Donc c'est vrai que quand il voit ce film, alors il est en adoration, bien sûr, c'est un cœur tendre, d'accord. Il sait qu'il va pas y échapper à l'adolescence et aux premiers amours de ses enfants. Donc, mais c'est de se dire, ouais, voilà, mais qu'elle tombe pas sur quelqu'un de néfaste, quoi. Voilà, de vouloir protéger son petit poussin, sa petite fille, etc. Donc c'est très mignon à voir. Moi, j'ai connu ce film, j'étais ado, j'avais le même âge que, je crois, Catherine Hegel dans le film, où j'étais un petit peu plus jeune, ou je sais plus. Et donc je le voyais avec mes yeux d'enfant, de jeune ado, pareil, avec les petits copains, les machins, de vouloir faire sa belle, de vouloir paraître plus grande alors que t'as que 14 ans, t'es qu'une petite merdeuse en gros. Et aujourd'hui, quand je le vois avec mon mari, je l'ai mis à mes filles, pareil, film à voir en famille. Expliquer 2-3 trucs selon, sans entrer dans les détails, mais expliquer 2-3 trucs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je le vois vraiment, je fais vraiment ce film-là, la passation de ce film-là, pour mon mari. Il a beaucoup compté pour moi quand j'étais ado. Voilà, j'aimais beaucoup ce film. Et maintenant, c'est vrai que, comme ça faisait partie de mes films préférés, je fais la passation vraiment à mon mari. Parce que c'est drôle, c'est attendrissant, même sur des choses qui sont gauches, sur des choses qui peuvent être ahurissantes. Si vous connaissez pas le film et que vous voulez le voir, vous comprendrez de quoi je parle. De ce que la fille met en branle, tous ses mensonges, etc. C'est quand même lourd, quoi. Mais quand on regarde vraiment le truc, c'est très attendrissant parce que la fille, elle va en faire voir de toutes les couleurs à son père, elle veut se venger. En même temps, elle est dans sa crise d'adolescence. C'est plus une enfant, mais c'est pas encore une femme. Elle est entre les deux. Elle sait plus trop comment faire. Elle a son petit chéri qui est plus âgé, donc elle veut paraître plus grande. Elle veut lui en mettre plein la vue. En même temps, après lui, il va se sentir mal parce qu'il va pas se sentir à la hauteur. Enfin, c'est tout un savant mélange de tout ça. Et en tout cas, ce qui ne faillit jamais dans ce film, c'est l'accompagnement, même dans les mensonges de sa fille, d'un père avec sa fille. Même si la thématique du mensonge est un petit peu particulière, c'est d'accompagner sa fille dans son truc, de l'aider, d'être là. De faire preuve de compréhension, de faire preuve d'écoute et d'être là, comme lui disait la fille avec qui il noue une amitié dans le film, c'est d'être là au moment où sa fille aura besoin de lui. C'est-à-dire que l'ado, voilà, il va te rejeter, il va voilà, mais quand il aura besoin de toi, sois là. Parce que c'est à ce moment-là que ça sera décisif et c'est à ce moment-là où il aura le plus besoin de toi qu'il faut que toi tu répondes présent. Même si ton ado t'emmerde, même si elle te fait des petites bêtises, tout ça, attention, toujours pareil, hein, sauf danger du corps et l'esprit. Mais pour des petites bêtises d'ado, des petites choses qui sont risibles, des petites choses qui peuvent être émouvantes, des petites choses qui peuvent être casse-couilles, bien évidemment, des petites choses qui peuvent après être un petit peu plus, voilà, essayer de toujours remettre les choses à leur place, mais toujours d'accompagner son enfant. Et dans ce film, c'est vraiment ce truc où ce père a jamais été là, et là, il se retrouve confronté au moment décisif de la vie de sa fille. Alors décisif, on s'entend, mais c'est le passage vraiment de sa petite fille qui devient jeune ado et préadulte après, avec cette éclosion là de son premier amour, et il est là pour ça. Voilà, il a peut-être pas été là avant pour d'autres choses, mais il est là pour ça, pour
en gros, en schématisant, le passage de sa vie d'enfant à sa vie de femme, et il est là. Et il est là. Il est là de la plus belle de ses façons, c'est-à-dire qu'il ne lui lâche jamais la main. Il l'accompagne tout le temps jusqu'à la fin pour son bonheur, en fait. Voilà, il est là jusqu'à accepter l'inacceptable de son mensonge, hein, parce que si vous le regardez, vous comprendrez de quoi je parle. Jusqu'au truc le plus rocambolesque qui soit, mais malgré tout, on reste dans un esprit bienveillant et très très attendrissant. Donc pour moi, c'est un film que j'adore, moi que j'affectionne, parce que comme je vous l'ai dit, j'affectionnais tout particulièrement étant ado. Maintenant, ça a une toute autre connotation pour moi aussi, hein, parce qu'il y a le papa, mais aussi la maman derrière, d'accord? Mais là, voilà, focus pour les papas. Donc voilà, c'était ma sélection pour la fête des pères. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, il y a un petit peu de tout. Non, il n'y a pas de drama, il n'y a pas de truc. Voilà, je suis pas allée chercher des choses vraiment dramatiques, etc. Je reste dans des choses légères, bienveillantes, drôles, comiques, voilà. Les dessins animés, je vous dis, ça a pour moi une connotation un petit peu plus forte, parce que ça résonne chez mon mari pour une raison bien spécifique, mais ça reste, voilà, des petits dessins animés pour les pitchouns. Après, pour ces ados, tout ça, ça reste des films comiques, légers, sans partir dans des délires de drama, d'ados, etc., etc. Je suis pas du tout dans ce truc-là. Moi, je veux que la fête des pères se passe le mieux possible pour tous les papas de ce monde, donc, et ceux qui passeront éventuellement par là. Donc, je vous donne quoi? Je vous donne des supports qui vous feront passer des bonnes soirées et pas des trucs où vous allez finir mal, non. Des trucs qui vont vous rassembler, qui vont vous dire, ouais, je suis un papa, je suis avec mon fils ou ma fille, et je suis fière, et on passe un bon moment, et on rigole, et on est là, et on se fend la poire ensemble, on est bien, et c'est comique, et c'est drôle, et ça nous emmène vers, en fait, ça nous entraîne plutôt vers quelque chose de léger, de drôle, de léger, de rempli d'amour, tout simplement, pour cette fête des pères. Donc sur ce, j'espère que cette sélection vous plaira. Dites-moi s'il y a des films que vous découvrez ou pas. Et quant à moi, eh bien comme d'usage, je vous souhaite à tous, tous les papas qui passeront par là, bien évidemment, une très très bonne fête des pères, une très heureuse fête des pères. Avec les vidéos qui est passées juste avant, avec l'accident qu'a eu mon mari, on n'insistera jamais assez sur le fait que profitez des gens qui vous sont chers, bien évidemment. Profitez de vos enfants, les enfants, profitez de vos parents, là en l'occurrence de vos papas. Je vous souhaite à tous de très très belles fêtes des pères. Profitez, faites que cette journée soit heureuse, pleine de souvenirs, mais de bons souvenirs. Voilà, faites-vous une bonne journée, une bonne soirée. Kiffez avec vos enfants, mettez-vous à hauteur de vos enfants selon l'âge, etc., selon leurs idées, selon leurs envies, selon ce qui les anime, etc. Mettez-vous à leur hauteur et passez une journée jusqu'à une soirée d'enfer. Éclatez-vous vraiment. Avec là, ce qu'on vient de vivre avec mon mari, vraiment, je vous jure, le mot d'ordre, c'est amusez-vous, éclatez-vous et surtout, dites-vous tous que vous vous aimez. Les papas, dites à vos enfants que vous les aimez, ne passez pas à côté de ça. Dites à vos enfants que vous les aimez. Voilà, c'est tout. C'est le mot de la fin. Je vous souhaite à tous une très heureuse fête des papas, fête des pères, à tous les papas qui passeront par là. Et quant à moi, je vous fais à tous de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.